Bien, bonjour. Le cours d'aujourd'hui sera probablement nettement plus léger que celui de la semaine dernière sur la cryptographie. Le titre fait référence à un célèbre dessin humoristique, un cartoon du magazine The New Yorker en 1993. Dans ce dessin, un chien en face d'un ordinateur disait à un autre « Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien ». J'ai même mis le t-shirt correspondant, comme vous voyez. Ce cartoon suggérait qu'il est impossible de connaître l'identité et les caractéristiques personnelles des acteurs sur Internet. Et en effet, comme nous le verrons, la notion d'identité sur Internet est assez faible. Souvent, nous y avons peu de garanties d'authenticité. Pourtant, Internet et les manières dont nous nous en servons ont évolué assez clairement depuis 1993. D'une part, les garanties d'authenticité se sont renforcées grâce notamment à l'utilisation partout de méthodes cryptographiques, mais ces garanties restent souvent imparfaites. D'autre part, parfois pour des raisons publicitaires, se sont développées un certain nombre de techniques et d'astuces pour tenter d'identifier ou d'inférer les caractéristiques et les goûts des usagers, souvent à leur insu. Même si ces méthodes restent assez approximatives, elles inquiètent les usagers et posent un danger pour leurs données privées, qui sont de plus en plus abondantes sur les sites de commerce électronique comme Amazon, sur les réseaux sociaux comme Facebook et ailleurs. Je crois que cet état des choses n'est pas très satisfaisant. Un monde où nous pourrions choisir entre authenticité parfaite et anonymat parfait me semble bien plus attirant. Dans le cours d'aujourd'hui, il s'agira donc de questions d'identité et d'authenticité sur Internet, mais aussi plus largement de questions de sécurité sur les réseaux, Internet et autres. Ce sujet est très vaste, avec énormément de détails techniques. Il est facile de s'y perdre ou d'y perdre son temps. Je me servirai des questions d'authenticité et d'identité et de ce dessin comme point de repère. La dernière semaine, j'ai introduit un certain nombre de notions cryptographiques. Nous commencerons à les utiliser aujourd'hui. Elles seront encore plus importantes la semaine prochaine quand nous parlerons d'autres aspects de la sécurité sur les réseaux et notamment de protocoles comme SSL. Pour commencer, je veux vous décrire ou vous rappeler certains éléments du fonctionnement d'Internet et leurs conséquences pour la sécurité sur Internet. Un peu plus tard, je parlerai de ces notions, de ces techniques approximatives pour inférer l'identité des usagers. Plus tard encore, de l'utilisation de la cryptographie avec quelques applications, par exemple pour l'anonymat et le problème des canaux auxiliaires. Et pour terminer, je compte décrire les autorités de certification qui lient les clés cryptographiques aux identités. Bon, comme vous le savez probablement, le protocole IP est à la base d'Internet et dans ce protocole, les nœuds sur le réseau sont identifiés par des adresses numériques comme cette adresse-ci, 193.52.22.8, qui, si je ne me trompe, appartient au Collège de France. IP est un protocole qui se charge de livrer un paquet à la fois. D'autres protocoles de plus haut niveau, par-dessus IP, comme TCP ou des protocoles d'application comme HTTP, s'occupent de groupes de plusieurs paquets. D'autres protocoles encore, comme BGP, déterminent le routage sur Internet. Les ISP, chacune de ces bulles, échangent des informations en utilisant BGP pour décider des chemins que les messages doivent suivre entre eux. Même si BGP n'est pas très visible aux usagers, c'est un des protocoles les plus importants sur Internet. Le Domain Name System, ou DNS, associe des noms symboliques avec les adresses IP. Par exemple, il pourrait lier cette adresse numérique à www.collegedefrance.fr. Mais cette association n'est ni bijective ni constante. Elle peut changer dans le temps, il peut y avoir des trous. De plus, le système DNS peut être attaqué.
Et je reviendrai sur ce point dans une minute. Mais même s'il n'est pas attaqué, il va parfois mentir. Par exemple, si on demande à certains serveurs DNS de répondre pour un nom symbolique qui n'existe pas, il devrait répondre avec une erreur annex domain. Mais à présent, parfois pour des raisons purement commerciales, ces serveurs préfèrent répondre avec des publicités, ce qui peut mener à un certain nombre d'erreurs et même à des problèmes de sécurité, comme l'a montré dans un article de CSCM, Paul Vixie, assez récemment. Dans Internet, il y a un certain nombre de problèmes de sécurité. Tout d'abord, d'authenticité. Les paquets sur Internet contiennent des adresses qui identifient leurs sources, mais ces adresses ne sont pas fiables. Typiquement, les sources des messages peuvent choisir les adresses de façon arbitraire. Il y a un peu de filtrage qui parfois élimine les paquets qui n'ont pas des adresses correctes, mais cela n'est pas appliqué partout. De plus, des intermédiaires sur le réseau, sur le parcours d'un message, peuvent éventuellement modifier les adresses. Donc on ne peut pas trop faire confiance à ces champs dans les messages pour garantir l'authenticité de ces messages. Ce n'est pourtant pas en pratique le problème d'authenticité le plus sérieux sur Internet à présent, tout simplement parce qu'il y a des attaques relativement plus simples qui n'utilisent pas la modification de ces adresses. Il y a aussi des problèmes d'authenticité au niveau de DNS. Quand un usager souhaite accéder au site web de sa banque, disons à l'adresse login.bank.com, il va demander au système DNS quelle est l'adresse numérique sur IP qui correspond à cette adresse symbolique. La requête de l'usager sera accompagnée d'un identificateur et si le service DNS répond avec une adresse numérique, il doit accompagner sa réponse avec le même identificateur pour que cette réponse soit prise au sérieux. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres contraintes. Je pense que la réponse doit arriver sur le même port UDP, enfin un certain nombre de détails techniques. Mais si un attaquant s'amuse à envoyer des réponses fausses avec le même identificateur, il se peut que celles-ci soient prises au sérieux aussi. L'attaquant doit d'une façon ou d'une autre deviner cet identificateur, mais cela n'est parfois pas très difficile, ou on peut en deviner tout un paquet et puis espérer que l'un d'eux est correct. Ensuite, l'usager se servira peut-être d'une adresse numérique incorrecte et ira vers des escrocs plutôt que vers sa banque. Cette attaque est très simplifiée, mais elle ressemble un peu à des attaques pratiques comme celles qui ont été montrées par Kaminsky il y a un an ou deux, qui consistaient à empoisonner les caches de DNS et qui sont très redoutables. Il y a aussi des problèmes en ce qui concerne la disponibilité et qui sont en partie liés au problème d'authenticité, bien entendu. Sur Internet, n'importe quel émetteur, qui n'est pas nécessairement identifié, ou n'importe quel groupe d'émetteurs, par exemple un botnet, peut envoyer des messages à n'importe quelle cible. Ces messages peuvent demander à la cible de faire quelque chose, d'allouer des ressources, de faire quelques petits calculs, et même des calculs insignifiants, multipliés des millions de fois, peuvent coûter très cher et peuvent faire que la cible n'ait plus assez de temps pour s'occuper des requêtes légitimes, des clients légitimes. C'est ce qu'on appelle le déni de service. D'autres problèmes de disponibilité concernent aussi le routage. Il y a quelques années, en 2008, je pense, oui, le Pakistan avait décidé qu'il fallait bloquer YouTube. Il n'aimait pas YouTube, enfin. Plus spécifiquement, il voulait bloquer un certain nombre d'adresses sur YouTube, les voici. Et YouTube, à ce moment-là, annonçait l'association de ces adresses avec le nom YouTube. En fait, YouTube annonçait 10 à la puissance 10 adresses IP pour son service YouTube. Pakistan Telecom a émis une autre annonce pour le service YouTube pour un ensemble d'adresses plus restreint, de taille 2 à la puissance 8.
Et la règle est que les annonces de route les plus spécifiques gagnent, sont prises au sérieux, plutôt que celles moins spécifiques. Et 2 à la puissance 8 est plus petit que 2 à la puissance 10. Et donc, immédiatement, 2 minutes après, tout le monde sur Internet qui voulait contacter ces adresses de YouTube était plutôt redirigé vers Pakistan Telecom. Et le service YouTube a été interrompu pendant plusieurs heures, 2 heures, jusqu'au moment où on a fait un patch d'urgence pour réparer cela. Des problèmes de sécurité concernent aussi bien sûr la confidentialité. Si les messages ne sont pas chiffrés, des intermédiaires entre la source et la destination peuvent les voir passer, peuvent regarder le contenu. Même s'ils sont chiffrés, ils peuvent analyser parfois ces paquets. Par ailleurs, si les intermédiaires peuvent affecter le routage, par exemple ici l'attaquant peut convaincre ce nœud qu'il est avantageux de passer par cette route un peu longue pour arriver ici, ils peuvent voir des paquets qui en principe ne devraient même pas passer en face d'eux. Et ce sont des attaques qui peuvent vraiment arriver en pratique, comme l'a montré un article de Goldberg, Rexford et d'autres à SIGCOMM il n'y a pas très longtemps. Donc, nous n'avons pas d'authenticité, ou pas d'authenticité très forte, mais l'absence d'authenticité ne veut pas dire qu'on a l'anonymat, loin de là. En fait, on a énormément d'informations qui permettent souvent d'identifier les usagers. Nous avons, nous, c'est-à-dire globalement ceux qui font marcher Internet et qui fournissent ces services sur Internet, nous avons les messages électroniques des usagers, nous avons des journaux qui contiennent toutes les requêtes qu'ils ont faites récemment, nous avons aussi des journaux qui enregistrent les mises à jour des logiciels des usagers. Toutes ces sources de données contiennent des identifiants pour les usagers, comme par exemple des adresses e-mail. Elles contiennent aussi des identifiants pour les machines, notamment les journaux de mise à jour du logiciel contiennent des identifiants uniques pour les machines, tout au moins sur Windows. Contiennent aussi des cookies, qui sont des petits bouts d'informations que les browsers gèrent pour établir des sessions sur le web. Parfois, ces informations contiennent aussi des identifiants des versions des systèmes d'exploitation utilisés et des versions des browsers utilisés, comme nous le verrons. Et enfin, bien sûr, ils contiennent des adresses IP qui ne sont pas fiables, mais qui peuvent quand même donner quelques informations ou permettre quelques inférences. Avec toutes ces données, on peut faire des analyses plus ou moins fines qui révèlent des choses intéressantes. Par exemple, si on voit plusieurs systèmes d'exploitation présents sur la même adresse IP à peu près en même temps pendant une certaine durée, on peut inférer qu'il s'agit de plusieurs machines avec des systèmes d'exploitation différents qui partagent un proxy avec une adresse IP donnée. On peut aussi parfois découvrir que certains clients sur Internet sont partagés par plusieurs usagers quand on y voit plusieurs adresses e-mail qui apparaissent. On peut aussi facilement distinguer les adresses IP dynamiques des adresses IP statiques, ce qui est très important pour détecter un certain nombre d'attaques. Avec tout ceci, un grand nombre d'applications sont possibles. D'une part, on peut, comme je disais, j'en reparlerai, s'en servir pour détecter des attaques, parfois pour les parer. D'autre part, on peut aussi vouloir proposer des services personnalisés, et notamment des publicités qui visent certaines classes d'usagers plutôt que d'autres. Comme exemple de ce type d'approche, et il y en a beaucoup, je décrirai brièvement un système qui s'appelle HostTracker, sur lequel j'ai travaillé avec Yingliang Xie et Fang Yu. Dans HostTracker, nous analysons des logs, des journaux de Hotmail. Dans ce que je vous montrerai, je m'intéresse à un mois d'événements sur Hotmail, spécifiquement
aux logins des usagers. Sur ce mois-là, nous y voyons 550 millions d'usagers sur Hotmail. Un grand nombre de ces usagers sont fictifs, sont créés par des attaquants, par des botnets, et on le voit bien parfois au nom des usagers qui sont générés de façon algorithmique. Ces logs nous permettent de compiler un certain nombre d'événements. Chaque événement est un triplet avec un nom d'usager, Alice par exemple, une adresse IP de laquelle Alice s'est connectée sur Hotmail et une estampille qui dit à quel moment elle s'est connectée. Et notre but est d'associer les clients avec des adresses IP sur le temps. Par exemple, de pouvoir dire que entre le temps T1 et le temps T2, Alice contrôlait l'adresse IP1 et que plus tard, entre T3 et T4, elle contrôlait IP2, qu'en même temps, Bob était sur IP4, etc. Pour ceci, nous utilisons un certain nombre d'heuristiques qui ne sont pas toujours justes, mais qui sont quand même très utiles. Par exemple, ici, nous avons que Alice s'est connectée sur le temps T1 et sur le temps T2. Il se pourrait que Alice est à l'adresse IP1 à T1, puis elle va ailleurs, quelqu'un d'autre utilise IP1 et Alice revient sur l'adresse IP1. Cela est possible. Pourtant, ce n'est pas très probable. Quand on fait de l'affectation dynamique d'adresses IP, il est très rare qu'une fois qu'une machine a perdu une adresse IP, elle lui soit affectée à nouveau plus tard. Donc on peut supposer qu'en fait Alice a contrôlé cette adresse IP1 pendant toute la durée entre T1 et T2. Si entre les deux, il y a d'autres événements, peut-être pas des événements de Hotmail, mais des requêtes sur Bing ou n'importe quoi d'autre, nous pouvons inférer que ces événements viennent bien d'Alice, ou tout au moins de l'ordinateur sur lequel Alice est en train de travailler, plutôt que d'ailleurs. Nous avons aussi quelques petits algorithmes pour nettoyer les données, éliminer les inconsistances. Et avec tout ceci, nous réussissons à identifier 220 millions de clients. En comparant ces données avec les journaux de Windows Update qui contiennent des identifiants uniques pour les machines, nous pouvons trouver que ces identifications ne sont pas correctes tout le temps, mais au moins 90% du temps. Et nous pouvons attribuer 3/4 des événements à des clients ainsi identifiés. Donc, ce n'est pas l'authenticité parfaite, mais c'est quand même une approximation assez bonne pour un certain nombre d'applications. Je dois aussi souligner que ces identifiants d'usagers, dans les analyses que nous avons faites, sont passés par une fonction de hachage. Donc, nous ne les voyons pas en clair. Ils sont ainsi protégés, ce qui limite les applications, mais est important peut-être pour les usagers. Voici une application que nous avons développée, il y en a d'autres. Supposons que Alice reçoit des paquets d'un attaquant et l'attaquant a une certaine source IP et que Alice s'aperçoit que c'est une attaque, peu importe comment. Alice peut décider de blacklister cette adresse IP, de l'inclure dans une liste d'adresses qui seront bloquées. Mais il se pourrait, à cause de la dynamicité des adresses IP, par exemple, que l'attaquant change à une autre adresse et le blacklist devient inefficace. Et même qu'un autre usager comme ce pauvre Bob tente de parler avec Alice à partir de l'adresse IP qui est sur le blacklist de Alice. Avec notre système Host Tracker, nous pouvons réduire ce type d'erreur. Nous pouvons par exemple découvrir assez souvent que l'adresse IP a été réaffectée et que maintenant c'est Bob qui s'en utilise et que ce n'est pas la peine de continuer à la bloquer. Et donc nous pouvons permettre à Bob de communiquer avec Alice.
Nous prenons donc notre log de Hotmail, nous identifions les associations et en combinant des connaissances sur les adresses IP de botnets et nos journaux, nous pouvons inférer des activités des botnets et les associer à des clients plutôt que tout simplement à des adresses IP pour ainsi bloquer les clients. En somme, ceci mène à une amélioration considérable dans le blocage des attaquants. Si nous bloquons, dans un expériment particulier, des adresses IP pendant 1 heure à chaque fois, nous pouvons bloquer 28 millions d'adresses avec un 34% d'erreurs, alors que si nous utilisons cette technique un peu raffinée en utilisant des connaissances sur les clients, nous bloquons moins d'adresses, mais nous nous trompons nettement moins, seulement 5% du temps. Et on peut faire encore mieux en utilisant d'autres informations auxiliaires sur les clients. Donc là, nous sommes servis des identifiants sur Hotmail, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être utiles, comme je le disais tout à l'heure, par exemple les cookies que les browsers présentent au service web. Aussi, ce qu'on appelle les User Agent Strings. Un User Agent String est une chaîne de caractères qu'un browser présente au serveur web pour dire quelle version du logiciel et avec quelle variante il est en train d'utiliser. Par exemple, il pourrait dire qu'il s'agit d'une version de Mozilla, en fait 4.0, avec une certaine version du .NET Common Language Runtime, etc. Et ces identifiants sont utiles parce que ça permet au serveur de donner des pages web particulièrement bien adaptées pour le client et de personnaliser les services. Mais en même temps, il y en a énormément et elles permettent aussi de commencer à identifier les clients. Dans nos logs, nous avons vu à peu près 19 millions de combinaisons différentes de logiciels qui constituent des User Agent Strings. Un attaquant pourrait donner un User Agent String faux ou pourrait même ne pas en donner, ce qui est assez courant, mais tout de même pour les clients légitimes, ces User Agent Strings sont des empreintes digitales qui sont très utiles pour repérer et suivre le mouvement des usagers. Dans une étude récente, Eckersley de l'Electronic Frontier Foundation a mesuré les caractéristiques des browsers et il a conclu que ceux-ci avaient plus de 18 bits d'entropie, ce qui veut dire que si nous prenons un browser de façon aléatoire, nous attendons que, dans le meilleur cas, seulement un parmi presque 300 000, disons, autres browsers vont partager les mêmes empreintes digitales. Ceci concerne non seulement les browsers sur des PCs ou d'autres ordinateurs personnels, mais ça concerne aussi les téléphones. Il y a un grand intérêt à présent, même dans des compagnies, pour trouver des empreintes digitales des téléphones pour pouvoir les identifier. Une compagnie qui s'appelle Bluecava a compilé des empreintes digitales de à peu près 200 millions de téléphones, je pense, de clients, et il vise à en compiler 1 milliard. Donc c'est un domaine où il y a extrêmement d'activité, souvent pour des raisons tout à fait commerciales. Donc, avec ceci, nous pouvons revenir à notre pauvre chien. Supposons que maintenant, il se connecte sur un service de email et il se déconnecte, il se reconnecte plus tard. S'il est toujours à la même adresse IP1, nous pouvons supposer que c'est toujours lui qui est cette adresse dans l'intervalle entre les deux connexions. S'il cherche à trouver d'informations sur le séminaire, on va supposer que c'est le chien qui s'y intéresse. Même s'il se connecte une seule fois, mais il présente un User Agent String et qu'il le présente à nouveau quand il cherche le séminaire,
on peut supposer, si pas trop de temps ne s'est écoulé, surtout que c'est le même chien qui s'intéresse au séminaire. Et on peut alors lui montrer une belle pub pour des produits spécifiques pour chiens, en même temps qu'il recherche le séminaire. De même, s'il cherche un bon repas pour chien et qu'il cherche le séminaire et qu'il a le même user agent string, on peut supposer, encore une fois, que c'est le même usager qui s'intéresse aux deux sujets, et on peut montrer des publicités correspondantes. Là, c'est un tout petit peu plus hasardeux parce que les user agent strings ne sont pas vraiment des identifiants très forts et ils peuvent être faux. Mais si on reste sur la même adresse IP dans un range IP spécifique, ça marche assez bien quand même. Même si le chien change d'adresse IP, soit par hasard, soit parce qu'il veut se cacher, on peut parfois faire des inférences. Ici, il se connecte sur un service de email, il présente sur un user agent string. Si plus tard on voit le même user agent string, on peut supposer que c'est le même chien qui a changé d'adresse IP. Enfin, si il fait des requêtes sur un moteur de recherche à partir de cette adresse IP, on peut parfois relier les deux requêtes à cause des user agent strings ou d'autres informations, comme bien sûr les cookies, mais celles-là peuvent parfois ne pas être disponibles. Bien sûr, à présent, nous avons aussi énormément de partage d'informations volontaires. Sur Facebook, les chiens annoncent souvent qu'ils sont des chiens à un grand nombre de leurs connaissances, 273 dans ce cas, et une fois que 273 personnes savent que vous êtes un chien, tout est perdu, tout le monde va le savoir sur Internet. Donc vous voyez à quel point les choses ont évolué depuis 1993. Voilà. Donc jusqu'ici, je ne m'étais pas servi de cryptographie. Je vais commencer à l'utiliser un peu. Tout d'abord en vous rappelant un peu certains éléments du dernier cours et en allant un peu plus loin pour montrer comment ils sont pertinents pour les réseaux. La cryptographie nous fournit un certain nombre de méthodes très attirantes pour garantir la sécurité des réseaux, pour des propriétés d'authenticité, de secret, parfois même disponibilité. Je veux pourtant souligner qu'il ne s'agit pas là d'une panacée. Elle n'est pas toujours parfaite, et comme vous le montrera Adi Shamir dans le séminaire, même quand elle est mathématiquement parfaite, elle peut parfois être cassée ou contournée. De plus, elle peut être utilisée incorrectement, et elle n'est pas la seule à fournir des techniques pour améliorer la sécurité réseau. Nous avons aussi, par exemple, des firewalls et des honeypots, dont je n'aurai malheureusement pas le temps de parler en détail dans ce cours. Donc, un grand nombre de protocoles sur les réseaux tentent d'avoir de meilleures protocoles de sécurité en utilisant la cryptographie. IPsec a été développé depuis un certain nombre d'années. C'est une variante sécurisée de IP, avec bien sûr des techniques cryptographiques. Il est pourtant utilisé de façon assez restreinte pour des usages très spécifiques et n'est pas utilisé par défaut partout pour les communications IP. SBGP est une variante du système d'annonce de routage, BGP, lui aussi avec des techniques cryptographiques. Dans l'article de Goldberg que je citais tout à l'heure, on montrait que malgré l'usage de la cryptographie, il est parfois toujours possible de mentir sur les annonces de routage. DNSSEC est une variante de DNS où on utilise la cryptographie pour garantir l'intégrité des associations entre les noms DNS et les adresses IP. DNSSEC a été développé pendant très très longtemps et là, assez récemment, on a juste commencé à s'en servir de façon, je pense, assez utile et prometteuse. Enfin, SSL ou TLS sont des protocoles très utilisés pour accéder aux sites web sécurisés, notamment avec HTTPS, qui est essentiellement HTTP par-dessus SSL ou TLS, et j'en reparlerai la prochaine fois.
Donc, comment utiliser la cryptographie? Si deux nœuds sur un réseau partagent une clé, ils peuvent utiliser cette clé pour assurer la confidentialité, l'intégrité de leur communication. Pour la confidentialité, ils utilisent la clé pour chiffrer et déchiffrer les messages. Pour l'intégrité, ils peuvent faire des max avec cette clé pour générer les max et pour vérifier ces max. Parfois, bien sûr, ils ont envie de confidentialité et d'intégrité. Et dans ce cas-là, ils peuvent signer plus chiffrer, ou à l'inverse, chiffrer puis signer, ou sinon ils peuvent signer puis chiffrer puis signer à nouveau. Il y a un certain nombre de variantes qui sont utilisées et énormément de débats sur quelle est la bonne variante. De plus, il y a un certain nombre de schémas de chiffrement où l'authenticité est garantie par le chiffrement même. En tout cas, il est prudent de choisir les clés en telle sorte que les clés de chiffrement et les clés de MAC soient différentes. Si deux nœuds partagent un secret, ils peuvent y appliquer des fonctions de hachage pour en tirer plusieurs secrets différents et utiliser des secrets différents comme clé de chiffrement et comme clé de MAC. De plus, chaque direction des communications peut avoir ses propres clés. Comme dans SSL, entre deux nœuds A et B, on a typiquement 4 clés. Une clé de chiffrement pour des messages dans chaque direction et une clé de MAC pour les messages dans chaque direction. De même, dans la cryptographie asymétrique, pour les messages confidentiels, on peut utiliser les clés publiques pour les chiffrer. On utilise les clés secrètes correspondantes pour les déchiffrer. Pour l'intégrité, pour l'authenticité, un émetteur d'un message peut signer avec sa clé secrète et n'importe qui connaît la clé publique peut vérifier le message. Et comme pour la cryptographie symétrique, on peut se poser des questions dans le cas où on veut aussi bien l'intégrité que la confidentialité. L'ordre des signatures et du chiffrement est débattu là aussi. Ce que je peux en dire assez nettement, c'est que s'il est important de prouver que l'émetteur d'un message en connaît le contenu, ce qui est important dans certaines applications, par exemple quand le contenu est une capacité du type que nous avons rencontré vers le début du cours. Si ceci est important, donc, il faut que la signature soit appliquée avant le chiffrement, parce que sinon n'importe qui voudrait passer un message chiffré sur Internet pourrait s'amuser à ajouter sa signature par-dessus sans vraiment connaître le contenu. Comme dans le cas du chiffrement symétrique, il est bon d'avoir plusieurs clés ou plusieurs paires de clés et séparer les clés de chiffrement et les clés de signature. Bien sûr, ceci ne règle pas tous les problèmes. Il faut aussi, notamment, savoir associer les clés avec les principaux, savoir sous quelle clé chiffrer ou avec quelle clé vérifier une signature. Et nous verrons que les autorités de certification s'occupent de ce problème. Il y a aussi des questions de performance. Nous avons vu la semaine dernière que les opérations à clé publique sont typiquement relativement lentes. Donc, dans les protocoles pratiques, on utilise ces schémas hybrides où on utilise la cryptographie à clé publique pour établir des clés symétriques et ensuite on utilise des clés symétriques pour le reste des communications. Il y a aussi bien sûr des questions de correction, de sécurité. C'est très bien de savoir signer les messages, encore faut-il être sûr de signer les bons champs des messages et le faire dans le bon ordre au bon moment. Et puis, il y a un certain nombre de détails pratiques. Par exemple, typiquement, deux nœuds ne veulent pas s'envoyer juste un seul message, mais veulent établir des sessions avec beaucoup de messages. Et il est parfois important de pouvoir garantir l'ordre de ces messages. Et pour cela, on peut par exemple utiliser des numéros de séquence. On peut aussi établir que ces messages sont frais, qu'ils ne sont pas des rejets d'anciens messages avec des estampilles, ou si on ne veut pas utiliser des horloges synchronisées, avec des nonces, une technique que je décrirai la semaine prochaine, je crois. Si deux principaux partagent plusieurs clés, ou même si un principal s'attend à des messages chiffrés sous diverses clés,
il est utile d'identifier ces clés, d'avoir des étiquettes qu'on peut appliquer au message pour indiquer au récepteur d'un message quelle clé utiliser pour son déchiffrement. Parfois, il est aussi important d'avoir des algorithmes pour comprimer ou pour étendre, pour remplir les messages, faire du padding. Et bien sûr, il y a toute une série de questions autour de la gestion des clés, comment les garder de manière sûre au repos, comment les renouveler. Donc, la cryptographie à elle seule ne fournit pas nécessairement des réponses à toutes ces questions, et nous verrons un peu plus sur ces sujets plus tard aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais d'abord, je veux vous donner un exemple pour indiquer un peu comment on peut utiliser la cryptographie en pratique sur des réseaux comme Internet. Supposons que Alice veut faire des requêtes sur un moteur de recherche, disons Google, et que Alice a des soucis sur la confidentialité de ses requêtes. Par exemple, Alice pourrait habiter un pays avec un régime répressif et a peur que le gouvernement n'aime pas les requêtes qu'elle fait. Google propose une interface sécurisée, https encryptedgoogle.com, qui se sert du protocole SSL pour protéger justement la confidentialité des requêtes et aussi, par ailleurs, l'intégrité des réponses. Associé à ce nom symbolique, il y a une paire de clés pour cryptographie asymétrique, pour chiffrement asymétrique. Il est bien sûr utile que Alice sache trouver l'adresse IP du service Google pour pouvoir y avoir accès, mais du point de vue de la confidentialité et de l'intégrité, l'authenticité de ces adresses IP n'est pas importante. Ce qui est important est que Alice sache déterminer de manière fiable quelle est la clé publique du service de Google. Et nous verrons, encore une fois, les autorités de certification fournissent une réponse à cette question. Supposons que nous avons donc cette clé. Alice peut envoyer une requête chiffrée pour Google, ou encore, elle peut chiffrer du matériel pour générer des clés sous la clé publique de Google, et ensuite chiffrer sa requête en utilisant des clés dérivées de ce matériel et aussi générer un MAC pour sa requête. C'est essentiellement ça qui se passe dans des protocoles comme SSL. Dans sa réponse, Google peut chiffrer et maquer les résultats avec le matériel de clés proposé par Alice. Pourtant, même avec ce type de protection, les opérateurs du réseau et d'autres intermédiaires qui voudraient passer ces messages chiffrés peuvent s'apercevoir du fait que Alice et Google sont en train de communiquer. Et parfois, cela peut permettre des inférences. Nous en verrons quelques exemples dans un instant. Par ailleurs, même si Google propose ce service, un grand nombre d'interactions sur Internet n'est pas protégé cryptographiquement. Et donc, il y a un problème de confidentialité, d'anonymat là aussi. Et même chez Google, les recherches d'images ne sont pas protégées cryptographiquement. On peut donc vouloir un système de communication anonyme, par exemple un système qui se sert d'un relais pour cacher les rapports entre les clients et les serveurs. Ici, Alice envoie ses données chiffrées pour un relais. Le relais peut déchiffrer et envoyer ça vers Google ou, dans le cas de Bob, vers Twitter plutôt. Et quelqu'un qui va repasser les messages, a priori, ne voit pas immédiatement que c'est Alice qui accède à Google et qui s'intéresse à Tiananmen plutôt que Bob ou un autre usager. Pourtant, avec ce type d'architecture, il y a quand même un gros problème, c'est que le relais peut être attaqué, peut être compromis, et le relais sait absolument tout. En plus,
il semblerait assez probable que le relais est en fait un agent qui travaille pour l'ennemi. Enfin, ça n'inspire pas beaucoup de confiance. Dans des systèmes un peu plus sophistiqués, notamment dans Tor, on utilise une structure avec plusieurs relais pour que le compromis d'un seul relais ne expose pas les données confidentielles. Ici, Alice utilise 2 couches de chiffrement pour un premier relais. Le relais enlève la couche extérieure et repasse à un deuxième relais qui fait parvenir la requête à Google. Tor utilise ce qu'on appelle onion routing, le routage oignon, où on épluche une couche de l'oignon à chaque étape. Ce n'est pas un système parfait, parfois on peut faire des inférences malgré l'utilisation de Tor. Par exemple, si Bob accède à Twitter sur Nice Dog Food pour chercher Nice Dog Food, pour tweeter Nice Dog Food partout à ses followers, et que l'attaquant voit passer ce message et juste après voit le tweet qui apparaît sur le réseau, il y a quand même une corrélation temporelle qui peut lui permettre d'inférer que ça vient de Bob. Pourtant, malgré ce type d'attaque, Tor semble très très utile, mais en tout cas il est très utilisé. Il est difficile de mesurer exactement l'utilisation d'un système qui vise à garantir l'anonymité de ses usagers, bien entendu, mais apparemment il y aurait à peu près 1 demi-million d'usagers par jour vers l'année 2010, ce qui est quand même assez énorme. Même avec l'utilisation du déchiffrement, pourtant, il est parfois possible de tirer des données des communications grâce à des canaux auxiliaires. Déjà en 2002, dans un article de Sun, Simon, Wang, Russell, Padmanabhan et Chu, on montrait qu'on pouvait exploiter les tailles de messages pour identifier les sites web. Une page web statique n'est pas monolithique, mais elle est composée de plusieurs objets, des images, des bribes de texte. Chacun de ces objets a une taille bien particulière et l'ensemble, la quantité d'objets et leur taille correspondante constituent une sorte d'empreinte digitale du site web que l'usager est en train de visiter. Et un site web comme le New York Times n'a typiquement pas la même empreinte digitale qu'un autre site web comme Playboy. Si quelqu'un voit passer des messages où un client est en train d'accéder au New York Times, même si ceux-ci sont chiffrés, quelqu'un qui verrait passer les messages chiffrés pourrait inférer qu'il s'agit de New York Times plutôt que de Playboy. Dans cet article de 2002, les auteurs montraient que ceci marchait assez efficacement pour un grand nombre de sites web. Plus récemment, en 2010, Chen, Wang et Shang ont trouvé un certain nombre d'attaques très astucieuses sur des applications web qui utilisaient le chiffrement. Par exemple, ils ont attaqué des moteurs de recherche. Même des moteurs de recherche qui se servent de chiffrement laissent parfois des fuites. Vous savez, quand on tape une requête sur un moteur de recherche, parfois le moteur de recherche propose des moyens de compléter les mots qu'on est en train de taper, n'est-ce pas? Et cette suggestion dépend de ce qu'on a tapé jusqu'à présent. Le nombre de suggestions dépend de ce qu'on a tapé. Et ça mène à des suggestions de tailles différentes selon ce qu'on a tapé. Et c'est assez étonnant, mais c'est suffisant parfois pour inférer qu'est-ce que les usagers sont en train de chercher. Ils ont aussi attaqué des sites web pour des consultations médicales et des sites pour des consultations financières, comme un site, par exemple, où on pouvait investir. Sur ce site, un site commercial très utilisé, on montrait aux usagers des courbes qui illustraient la performance des fonds d'investissement auxquels ils s'intéressaient. Ces courbes venaient d'un service public qui s'appelle MarketWatch et elles avaient des tailles bien distinctes.
Et un attaquant qui voyait passer les courbes, même chiffrées, pouvait en inférer à quel fond s'intéressait le client. Juste en comparant les tailles des images chiffrées aux tailles qui étaient publiquement disponibles sur MarketWatch. Avec quelques astuces supplémentaires, il pouvait aussi comprendre comment le client investissait et s'il avait gagné de l'argent ou non sur une certaine période. Enfin, c'était un travail assez énorme, mais assez surprenant. Ils ont aussi attaqué un service pour faire ces rapports pour la fiscalité américaine. Vous savez, le système fiscal américain est merveilleusement compliqué et il y a toutes sortes de cas particuliers. Et cela mène à des dialogues assez compliqués avec le logiciel où on dit je suis sur certaines tranches de revenus, alors vous pouvez peut-être avoir accès à une certaine déduction et un certain crédit, etc. Et ce dialogue avait un nombre de messages bien particulier selon la tranche de revenus dans laquelle on se plaçait et permettait à quelqu'un qui voyait passer les messages chiffrés d'inférer assez précisément dans quelle tranche de revenus était le client. Encore une fois, ça demande un travail énorme pour le faire, mais c'est quand même étonnant que ce soit possible. Bon, pour terminer le cours d'aujourd'hui, je veux dire un mot sur les autorités de certification dont la tâche principale est d'associer les clés publiques avec des identités. Supposons que Alice et Bob veulent communiquer en utilisant des méthodes cryptographiques comme celles que je commençais à vous montrer. Alice pourrait envoyer sa clé publique à Bob, mais alors comment Bob peut-il savoir qu'il s'agit vraiment de la clé publique d'Alice et pas de la clé publique d'un attaquant? Et par ailleurs, un attaquant pourrait modifier le message et mettre sa clé publique à la place, peut-être. Une autorité de certification, ou CA, est un tiers de confiance qui s'occupe de résoudre ce problème en signant la clé publique de Alice. Cette clé publique pourrait être une clé de vérification de signature. Elle pourrait être aussi une clé de chiffrement pour envoyer des messages vers Alice, ou les deux. Dans tous les cas, il faut le dire aussi souvent que possible, il est très important que quand on reçoit un certificat, quand Bob reçoit le certificat dans ce cas, Bob vérifie que le certificat est vraiment pour Alice et pas pour quelqu'un d'autre. Sur le web, je suis sûr que vous avez beaucoup de certificats pour les sites web que vous visitez. Je suppose qu'il est assez rare que vous allez voir si c'est pour le bon site. Comment obtenir un certificat? Eh bien, Alice peut générer elle-même une paire de clés PK-SK. Alice peut signer PK avec SK et inclure aussi son nom et d'autres informations qui l'identifient. L'autorité de certification peut faire quelques vérifications. Par exemple, si ce dialogue se passe en personne, l'autorité de certification peut exiger de voir le passeport de Alice ou d'autres preuves d'identité. L'autorité de certification peut aussi refuser de donner le certificat quand les noms présentés peuvent se prêter à confusion. Par exemple, si quelqu'un venait et demander le nom A1IS, on pourrait soupçonner qu'il s'agit d'un attaquant qui voudra plus tard se faire passer par Alice en exploitant une défaillance d'un usager qui ne ferait pas très attention et qui ne distinguera pas ce nom du nom véritable de Alice. Une fois que le CA a fait ces vérifications-là, le CA peut signer la clé publique et l'identité l'information qui identifie Alice. Alice peut ensuite vérifier que ce certificat est correct, qu'il n'y a rien de surprenant dedans, et l'utiliser. Une façon de l'utiliser, bien sûr, est de le présenter à chaque fois qu'il peut être utile. C'est la méthode push que nous avons déjà vue dans le cadre des contrôles d'accès vers le début du cours.
Il est aussi possible pour le nœud qui est contacté par Alice d'aller chercher le certificat quelque part ou de le demander à Alice si ce certificat peut être pertinent. Encore une fois, c'est la méthode pull, et dans la méthode push et pull, dans les deux, il y a un certain nombre de problèmes d'efficacité, de confidentialité. Dans le cadre spécifique de la cryptographie, certains de ces problèmes ont été attaqués avec des techniques spécifiques très pointues. Notamment, il y a eu un grand développement de Minimal Disclosure Certificates où on permet aux clients de prouver un minimum sur leur identité et sur leurs caractéristiques pour ne pas devoir présenter des certificats qui expliquent toutes leurs caractéristiques quand ceci n'est pas nécessaire. C'est le travail de Stefan Brands, par exemple. Comment est-ce que ce nœud, le Relying Party, va aller retrouver le certificat? Eh bien, vers le début du développement de la cryptographie publique, il y avait une idée assez naïve qui consistait à dire qu'on pourrait imaginer une sorte de bottin téléphonique qui contiendrait tous les certificats. Ce serait essentiellement une liste d'associations entre des clés publiques et des noms, chaque association signée par une autorité de certification. Et l'autorité de certification pourrait être gardée en sûreté dans un coffre-fort la plupart du temps. On pourrait la sortir juste quand il faut imprimer une nouvelle version de ce bottin. Bien sûr, ce système a un certain nombre de limitations, et surtout si l'ensemble des certificats est dynamique, on ne peut pas imprimer un bottin une fois pour toutes. Nous avons maintenant des systèmes beaucoup plus riches, que l'on appelle généralement des infrastructures à clé publique, qui s'occupent de créer des certificats, de les distribuer, de les renouveler quand ceux-ci vont échouer, de les annuler s'il y a une raison de croire que les clés secrètes ont été perdues. Et parfois, ces autorités de certification, ces systèmes d'infrastructure avec le public, s'occupent aussi de garder les clés secrètes, éventuellement de les rappeler aux usagers qui les auraient oubliées, aussi parfois de les livrer à des gouvernements ou à d'autres entités qui auraient le droit d'accéder à ces clés secrètes. Ce ne sont pas des tâches faciles, ce sont des tâches qui demandent beaucoup de travail et de responsabilité. On peut alors se poser la question, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait jouer le rôle de CA? On espérait autrefois que les bureaux de poste américains feraient de très bons CA, puisque les gens y avaient l'habitude de chercher leur passeport, mais visiblement ça n'a pas trop intéressé les bureaux de poste. Pour la plupart, ce sont des entités commerciales ou des universités ou des gouvernements qui jouent ce type de rôle. On peut aussi se poser des questions sur la fiabilité de ces CA, et je reviendrai là-dessus vers la fin du cours, dans quelques minutes. Quand on passe à l'échelle, il faut tenir compte du fait qu'aucune entité n'est de confiance pour tout le monde, et que s'il y a un seul CA au monde, on peut rencontrer des problèmes d'efficacité. Une solution est d'avoir un certain nombre de CA, des milliers peut-être, et d'enchaîner les certificats. Par exemple, un CA racine peut en certifier un autre, et ainsi de suite, jusqu'à qu'un CA certifie Alice. On peut aussi envisager d'avoir plusieurs CA dans des organisations qui ne sont pas hiérarchiques. C'est ce qu'on appelle Web of Trust. Un autre problème quand on passe à l'échelle est celui du nommage. Le rapport entre les noms et les identités n'est pas nécessairement bijectif et il n'est pas toujours constant. Les noms changent, les noms sont ambigus. John Smith et Prince peuvent vouloir dire beaucoup de choses différentes dans des contextes différents. Et cela mène notamment au problème de l'association early ou late, tôt ou tardive,
Est-ce qu'un certificat porte sur l'entité qui avait le nom au moment où le certificat est créé ou sur l'entité qui a le nom au moment où le certificat est vérifié? On peut ajouter des adresses et d'autres détails pour résoudre un certain nombre d'ambiguïtés, mais cela complique bien sûr les certificats. On peut aussi songer à remplacer les noms par des nombres qui identifieraient uniquement les usagers et les autres entités sur Internet, les serveurs, enfin, chaque entité aurait un nombre. Mais ceux-ci ont leurs propres problèmes. Il est difficile de comprendre ce qu'un certificat veut dire quand il y a un nombre dedans. Je suis content quand je vois un certificat de voir le nom de ma banque dedans. Peut-être un nombre est complètement opaque. Les noms peuvent être liés à des rapports de confiance. Par exemple, si vous avez deux usagers, Alice et Bob, qui ont des noms qui les lient au gouvernement français, on peut supposer qu'ils feraient confiance à une autorité de certification dans le gouvernement français plutôt qu'une autorité de certification dans le gouvernement polonais, par exemple. On peut ainsi construire un arbre avec ces rapports de confiance. C'est ce qu'a fait le standard de Privacy Enhanced Mail, qui avait un certain nombre d'idées intéressantes comme celle-ci, mais qui a été un échec total du point de vue pratique. Un certain nombre de systèmes de recherche comme SUTSI, avec cette idée de Web of Trust, établissent aussi un lien entre les noms et les rapports de confiance. Par exemple, on peut faire confiance à un usager qui s'appelle Bob pour certifier la clé d'un usager qui aurait un nom composé comme avocat de Bob. Le système d'infrastructure à clé publique le plus utilisé à présent, c'est X500, qui s'appuie sur la notion de Distinguished Name, nom distingué, ou DN. Un nom distingué inclut un pays, un État, une localité, une organisation, un nom et un certain nombre d'autres champs pour éviter les ambiguïtés. Malheureusement, il n'y a pas de grande cohérence dans l'interprétation de ces champs. La spécification de X500 est assez floue sur un certain nombre de sujets et les implantations ne sont pas toujours cohérentes. Néanmoins, X500 est très largement utilisé et s'est avéré très utile. Et je vous encourage à aller voir des certificats sur vos browsers. C'est souvent très instructif. Pour moi, j'ai trouvé assez intéressant, par exemple, que même si je me sers d'une machine qui est partie à Microsoft et d'un browser qui est parti à Microsoft, quand je veux avoir un certificat pour un site de Microsoft, la chaîne de certification remonte à un serveur d'une autre compagnie, GTE. Pourquoi Microsoft devrait faire confiance à quelqu'un d'autre pour certifier ses sites? C'est assez intéressant. Donc, les browsers sont livrés avec un certain nombre de clés pour des autorités de certification. Dans Mozilla, il y en a un grand nombre, 124. Dans ZAI, au départ, il n'y en a que 19 autorités de certification racines, ce qui, a priori, devrait être plus rassurant, puisqu'il est plus rassurant de faire confiance à moins de gens. Mais automatiquement, silencieusement, cet ensemble s'élargit à plus de 300 autorités de certification sur AI, ce qui peut être un peu inquiétant. D'autant plus qu'un grand nombre de certificats sont assez bizarres. Eckersley et Burns ont été chercher des certificats sur le web en faisant une recherche exhaustive sur tous les sites qui voulaient bien échanger des données sur le port 443, qui est le port pour SSL. Ils ont trouvé plus d'1 million de certificats valables. Et un certain nombre d'eux étaient assez étranges, comme des certificats pour des noms ambigus comme localhost to mail. Certains contenaient des clés beaucoup trop faibles, comme des clés de 508 bits, dont vous savez, par l'exposé de David Poincheval la semaine dernière, peuvent être cassés assez facilement. Il y a un type de certificat qui s'appelle un Extended Validation Certificate, pour lesquels on exige davantage de sécurité, et même pour cela, ils ont trouvé des aberrations, comme des clés beaucoup trop courtes
ou des wildcards, des étoiles, qui sont théoriquement interdites dans ce type de certificat. Ces derniers temps, il y a un certain nombre d'inquiétudes au sujet des autorités de certification. Par exemple, l'année dernière, on a remarqué qu'une compagnie, Etisalat, des Émirats arabes, avait distribué du logiciel sur les BlackBerries pour, je pense, intercepter les communications des usagers. Cette même compagnie était une autorité de certification et donc pouvait éventuellement servir aux Émirats arabes, si elle le souhaitait, pour créer des certificats pour des sites web qui se feraient passer pour des sites légitimes sans l'être. Electronic Frontier Foundation a demandé à Verizon d'éliminer ce certificat. Que je sache, cela n'a pas été fait. Le certificat est toujours là. En tout cas, je l'ai vu il y a quelques jours. Tout récemment, il y a aussi une attaque sur Komodo, qui est une autorité de certification, une attaque qui a apparemment tenté de permettre à l'Iran de créer de faux sites web qui se faisaient passer pour Gmail ou d'autres sites courants et qui permettaient donc à l'Iran de capturer des données des usagers iraniens qui voudraient accéder à Gmail. D'autres attaques dont on a parlé récemment concernent la Chine, où là aussi on craint que certaines autorités de certification soient au service du gouvernement. Donc il y a une certaine inquiétude par rapport à la fiabilité de ces autorités de certification, malgré leur utilité qui, elle, est indéniable. Pour terminer, je vous signale encore une fois quelques lectures. Je ne vais pas les décrire en détail pour céder la place à Hadi Shamir, mais je pense que j'ai parlé de la plupart d'elles aujourd'hui.